Salut à tous, bienvenue sur France Monde. Donald Trump s'est engagé de plein fouet dans son propre piège mortel en provoquant une catastrophe économique mondiale. De la même façon que Donald Trump a mis ses casinos en faillite, il est en train de faire la même chose avec l'économie des États-Unis et l'économie mondiale à cause de sa guerre illégale et désastreuse contre l'Iran. C'est une philosophie de gestion assez remarquable. On met le feu au bilan d'abord, puis on présente la fumée comme une stratégie de croissance. Il y a eu un moment cette semaine où le secrétaire au Trésor Scott Bessent accordait cette entrevue à Sky News. Il débitait la propagande trumpiste en faisant comme s'il n'y avait aucun coup à craindre dans cette guerre contre l'Iran, comme si Donald Trump devait pouvoir dépenser autant d'argent qu'il le voulait et qu'il approuverait tout. Il soutenait aussi la ligne selon laquelle il savait évidemment que le détroit d'Ormuz allait être bloqué par l'Iran, qu'il s'y était préparé, qu'il voulait cela. Dans ce style de point de presse, chaque désastre évitable arrive avec une étiquette disant « prévu au plan ». Puis, en plein milieu de cette entrevue à Sky News, il a reçu un appel de Donald Trump et il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il avait littéralement l'air d'avoir vu un fantôme. Quand il est revenu à l'entrevue, il arrivait à peine à parler en phrases complètes, parce qu'en coulisses, il se passait manifestement des choses profondément inquiétantes, et Bessent le savait. Il savait ce que lui et Donald Trump venaient de déclencher, cette spirale économique mortelle, de la même façon que Donald Trump a mis casino après casino en faillite. C'était le visage d'un homme en train de découvrir que les slogans ne servent pas, en fait, de sortie de secours. Regardez simplement ce que disait Bank of America, une institution financière assez conservatrice qui ne publie pas habituellement des avertissements hyperboliques. Vendredi, le message était que les marchés commençaient à ressembler à la période qui a précédé la crise financière mondiale. SP avertissait aussi que la guerre de Donald Trump au Moyen-Orient pourrait avoir des effets durables sur l'économie américaine et sur les conditions de crédit. Quand même des institutions prudentes commencent à tirer la sonnette d'alarme, cela veut généralement dire que la salle de communication est déjà sous l'eau. Cet appel de Donald Trump pendant l'entrevue de Bessent était révélateur à lui seul. Il a dû quitter l'entrevue pour se rendre au Situation Room. Le cadrage après coup était que le président était de très bonne humeur, que la mission iranienne avançait bien avant l'échéancier et que cette équipe, du président Trump au chef des Joint Chiefs, en passant par le secrétaire à la défense, était si digne de confiance qu'un parent pouvait confier la vie de son enfant entre leurs mains. Voilà le message qui était diffusé. Washington a perfectionné un rituel étrange où chaque secousse est annoncée avec un sourire et chaque escalade est emballée comme un stimulant pour le moral. Mais même avant cette interruption, l'opération de communication était déjà évidente. La ligne était que cela avait toujours fait partie de leur planification, que les États-Unis auraient à composer avec la fermeture du détroit d'Ormuz, qu'ils avaient toujours su que cela pouvait arriver, et qu'ils avaient toujours anticipé la nécessité d'une coalition internationale pour escorter les pétroliers. C'est là que tout le récit s'effondre. Si c'était vraiment le plan depuis le début, alors imposer des tarifs au monde entier et se mettre les alliés des États-Unis à dos n'avait aucun sens. Si l'on s'attendait réellement à ce que la marine américaine, ou peut être une coalition internationale, doive escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, alors aliéner précisément les alliés nécessaires à une telle coalition, revenait à saboter la stratégie dès le départ. Rien n'évoque mieux la clairvoyance stratégique que d'avoir besoin d'une coalition après avoir passé des mois à auditionner pour le rôle du partenaire le moins fiable de tout le monde. Le message venant de Bessent était que des pétroliers continuaient de passer, y compris des pétroliers iraniens et certains pétroliers battant au pavillon chinois, et que les détroits n'avaient pas été minés. Selon lui, dès que cela serait militairement possible, la marine américaine peut être avec une coalition internationale, escorterait les navires. Voilà le plan supposé. Donc, le coup de génie apparemment consistait à regarder les rivaux continuaient à faire circuler leur pétrole pendant que Washington se félicitait d'avoir découvert la carte. Souvenez-vous maintenant de ce qu'il disait à peine quelques semaines plus tôt, à savoir que 2025 servait à mettre la table et que 2026 allait être le banquet du peuple américain. C'était l'expression utilisée, un banquet,
L'économie, disait-il, décollait. Il y avait 40 000 nouveaux emplois dans la construction. À tous ceux qui demandaient où étaient les emplois manufacturiers, on répondait que on ne peut pas simplement appuyer sur un bouton pour construire une usine, qu'il y a un délai, mais que des engagements très, très importants étaient pris, que les emplois dans la construction viendraient d'abord, puis les emplois en usine suivraient, qu'il y aurait d'immenses débuts de chantier et de nombreuses usines terminées cette année. C'était ça, soi-disant, le banquet. Le banquet, finalement, ressemble étrangement à une table pliante couverte de reconnaissance de dette et de rubans de sécurité. L'un des articles qui résonne vraiment en ce moment venait de TS Lombard Global Watch et il disait qu'il faut être 2 pour le taco, donc la balle est maintenant dans le camp américain. L'Iran continue d'expédier son pétrole et n'a aucun incitatif à négocier tant que ses revenus continuent d'entrer. Ce point transperce toute la propagande. La Chine est capable d'utiliser le détroit d'Ormuz, l'Iran utilise le détroit, ils réussissent à faire sortir leur pétrole. Donald Trump bombarde l'île de Khark et pense que cela va faire une différence, mais ce n'est pas l'un de ces moments où il peut retomber dans son vieux schéma de bluff, de posture, de publication sur les réseaux sociaux les unes après les autres, puis de reculade. L'Iran voit Donald Trump comme un homme faible, la Chine et la Russie voient Donald Trump comme profondément faible et pathétique. Elles y voient une occasion de restructurer l'ordre mondial et de pousser les États-Unis dans une position beaucoup plus faible. L'ancien théâtre tarifaire a été conçu pour les communiqués de presse, il n'a jamais été conçu pour survivre au contact de pays qui lisent la fanfaronnade comme une simple note à l'agenda. En même temps, Steve Witkoff et Jared Kushner, qui occupaient le rôle d'émissaires principaux, ont saboté les négociations avec l'Iran. Pendant ce temps, on laissait la Russie engranger des milliards de dollars grâce au pétrole, tout en fournissant à l'Iran des ressources, du renseignement et des capacités pour frapper l'Amérique, les troupes américaines et les intérêts américains au Moyen-Orient. Voilà le contexte plus large de ce désastre. C'est ce qui arrive quand la diplomatie est traitée comme un lancement de marque de luxe et que les retombées géopolitiques sont laissées à ramasser après la fête. Puis il y a Jamison Greer, le représentant au commerce, et l'ensemble ressemble à une idiotie mise en scène en public. À CNBC, on lui a demandé s'il fallait rendre l'argent des tarifs qui avaient été pris au public dans cette guerre commerciale menée contre le monde entier, la même guerre commerciale qui a retourné les Alliés contre les États-Unis parce que Washington a lancé une bataille contre tout le monde. À la fois, le régime Trump a pris cet argent et la Cour suprême a statué contre lui. Pourtant, Greer a présenté la possibilité de rendre cet argent comme si cela pouvait, d'une manière ou d'une autre, représenter une aubaine pour les entreprises qui récupéreraient simplement leur propre argent. Ce langage était absurde. C'était leur argent au départ. Ce n'est que dans ce carnaval économique qu'on peut présenter à des gens le fait de récupérer ce qu'on leur a pris comme une prime surprise. Son argument était que si les entreprises recevaient cette soi-disant aubaine, la chose la plus intelligente à faire serait de la redistribuer sous forme de boni ou d'augmentation salariale aux travailleurs, parce que toute la raison pour laquelle le président avait imposé ces tarifs, selon lui, était de relocaliser la production et de corriger le déséquilibre massif du commerce causé par la Chine, le Vietnam, l'Union européenne et d'autres. Dans cette version des faits, les entreprises devaient transformer les remboursements en rémunération pour les travailleurs, parce que cela aurait soi-disant toujours été l'objectif du programme. Mais cette présentation ne faisait que souligner davantage le caractère frauduleux de tout cela. Le scénario continue d'essayer de déguiser l'extraction en politique publique et l'improvisation en doctrine. Le même genre d'opération de communication est réapparu au sujet de la guerre contre l'Iran. Le message était que tout serait réglé en quelques semaines, que tous les effets seraient de courte durée, qu'il surveillait de très près le pétrole, le gaz, les cycles des produits de base et les hausses possibles, et qu'il y avait des secteurs où ils estimaient avoir plus de résilience. Mais cette confiance sonnait creux.
cette administration parle d'effets de courte durée, comme un homme dans un bateau qui prend l'eau parle d'un petit surplus de ventilation. Apparemment, le plan consistait simplement à tout ruiner puis à tout renflouer. Brooke Rollins, la secrétaire à l'agriculture, évoquait déjà un autre renflouement pour les agriculteurs parce que les prix des engrais montaient en flèche, en supposant même que les agriculteurs puissent encore se procurer des engrais, puisque tant de ces produits viennent du Moyen-Orient. Le schéma était déjà familier. Trump a imposé des tarifs au monde entier. La Chine a refusé d'acheter le soya américain. Puis il a fallu un renflouement. Les coûts des intrants ont transformé le travail des agriculteurs en perte nette, donc il a fallu un autre renflouement. Maintenant, il lance cette guerre contre l'Iran. Les engrais cessent soit d'entrer, soit deviennent hors de prix. Et encore une fois, la réponse, c'est un autre renflouement pour tout le monde. Tout cela se produisait pendant qu'on versait 40 milliards de dollars à l'Argentine et que Donald Trump se dirigeait en toute hâte vers une visite d'État en Chine. La formule de gouvernance semble assez simple. On casse le marché, on met en scène un sauvetage, puis on demande des applaudissements pendant que les décombres retombent encore. Rollins a présenté cela comme un problème touchant l'urée azotée, l'un des principaux composants des engrais, à un moment où les agriculteurs entraient en pleine saison des semis. Le message était que le président était très conscient du défi, que des solutions étaient en préparation, que toutes les avenues étaient explorées pour faire baisser le coût des engrais, que des discussions avaient déjà lieu au Capitole au sujet de fonds supplémentaires pour les agriculteurs, que tout était sur la table et que le président soutiendrait les agriculteurs parce qu'il comprenait qu'il s'agissait d'un enjeu de sécurité nationale. C'est là que les choses en étaient. Dans l'univers trumpiste, quand tout est sur la table, la facture y est généralement aussi. Puis sont arrivés les horribles chiffres du produit intérieur brut du 4e trimestre et le flot plus général de mauvaises données économiques, et des républicains MAGA comme Ron Johnson essayaient encore d'en rejeter la faute sur les démocrates. Le prétexte, c'était que le produit intérieur brut des États-Unis avait baissé au 4e trimestre à cause de la fermeture Schumer, que les démocrates n'aidaient pas à nettoyer le gâchis et faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour frustrer et entraver les efforts du président Trump pour réparer leurs dégâts. L'élément de langage était que la croissance devait être de 1,5% et qu'elle s'est plutôt établie à 7/10 de 1% et que, d'une manière ou d'une autre, tout cela devait être mis sur le dos des démocrates. Quand les chiffres s'effondrent, le premier réflexe n'est jamais de réparer. C'est le costume, l'éclairage et un nouveau méchant pour la caméra. Pendant ce temps, le département du travail, dirigé par une personne faisant l'objet d'une enquête pour de graves inconduites personnelles, dont le mari a été interdit d'accès à l'édifice du département du travail pour avoir prétendument harcelé sexuellement des gens sur place, diffusé des vidéos de Donald Trump dansant sur IMCA. Le message rattaché à ce spectacle était que c'était l'ambiance du vendredi, quand les salaires montent et que les prix baissent pour les travailleurs américains. Mais c'était un mensonge pur et simple. Les salaires n'avaient pas augmenté, les prix n'avaient pas baissé. Rien ne résume mieux le sérieux institutionnel qu'un déni économique réglé sur une bande sonore de danse de campagne. La réalité était beaucoup plus sombre. L'Amérique s'était engagée dans une guerre illégale contre l'Iran alors qu'elle vivait déjà une crise majeure d'abordabilité à la maison où les gens n'arrivaient pas à payer les choses de base. Trump avait promis de rendre la vie plus abordable dès le premier jour et il a plutôt tout aggravé. Les gens n'avaient pas les moyens d'acheter une maison. Les gens n'avaient pas les moyens de payer l'épicerie. Les gens n'arrivaient pas à trouver un emploi. Les gens souffraient déjà. Et pendant que tout cela se produisait, Donald Trump couvrait un réseau de trafic sexuel impliquant des enfants dans les dossiers Epstein. Puis il déclenche une guerre avec Benjamin Netanyahou en Iran, et tout ce qui était déjà terrible devient 1 million de fois pire.
L'argument de vente, c'était des œufs moins chers et des loyers plus faciles à payer. Et la livraison, c'est somehow transformé en missiles, en pénurie et en une nouvelle ronde de déni télévisé. Si la guerre n'avait pas tout englouti, le pays aurait été concentré chaque jour sur l'état déjà désastreux de l'économie à cause des tarifs imposés par Donald Trump au monde entier. Après que la Cour suprême des États-Unis a invalidé les tarifs IEEPA de Trump comme étant inconstitutionnels, illégaux et contraires au droit, il s'est simplement retourné et a utilisé une autre loi de façon illégale en invoquant le Trade Act de 1974 pour imposer d'autres tarifs au reste du monde, lancer des enquêtes contre d'autres pays, les traiter comme des nations hostiles, saper l'accord Canada-États-Unis-Mexique et réduire en pièces les accords commerciaux internationaux. Quand une porte juridique se ferme, ce manuel ne reconsidère jamais la situation. Il cherche simplement une fenêtre et appelle le fracas « leadership décisif ». C'est pourquoi la question des alliés compte tellement maintenant. Lorsqu'une coalition internationale devient soudainement nécessaire, qui va exactement se joindre à Scott Bessant, est-ce que les pays du Moyen-Orient vont vraiment s'aligner sur les États-Unis comme auparavant, après avoir été entraînés dans cette guerre, sans avoir été aidés du tout? Est-ce que les pays d'Asie vont vraiment vouloir approfondir leurs liens commerciaux avec les États-Unis pendant que Washington leur retire leur système d'armes pour les déplacer au Moyen-Orient parce que n'étaient pas préparés? Il est difficile de recruter des partenaires pour une brigade d'incendie après avoir passé des mois à mettre le feu à leur perron. Justin Wolfers a saisi clairement l'ampleur des dégâts. Même si la guerre se termine rapidement, toute la confiance a été brisée. Le reste du monde se souviendra de ce qui s'est passé. Des entreprises partout devront planifier en sachant qu'à tout moment, le président peut lancer une nouvelle aventure qui perturbe le monde, perturbe les relations internationales et perturbe leurs activités. Voilà la version supposément optimiste de l'histoire, celle où la guerre finit vite. La véritable exportation, ici, ce n'est pas la stabilité, mais l'incertitude estampillée du sceau présidentiel. La version plus sombre est celle que l'histoire livre habituellement. L'histoire montre que presque chaque fois que les États-Unis entrent en guerre, ils sous-estiment massivement la difficulté de l'emporter et le temps que cela prendra. Donald Rumsfeld a déjà dit, au début de la guerre en Irak, que cela pouvait durer 5 jours, peut être 5 semaines, et qu'il doutait que cela dure 5 mois. Au lieu de cela, cela a duré bien plus de 5 ans. Donc, quand quelqu'un dit qu'une guerre pourrait se mesurer en jours et que la réalité la transforme en années, c'est une erreur d'un facteur de 365. La même logique s'applique au coût. Chaque fois que Washington avance un chiffre sur ce que cette guerre pourrait coûter, multiplier ce chiffre par 365 demeure une possibilité bien réelle. L'optimisme officiel a une longue habitude de tourner très vite au vinaigre en plein soleil. Ron Filipkowski a ajouté une autre dimension en rappelant que 8 mois plus tôt, quand on avait demandé à Howard Lutnick, quand les responsables de Trump cesseraient de blâmer Biden pour les mauvais chiffres économiques, Lutnick avait répété à plusieurs reprises que l'administration Trump en assumerait la responsabilité à partir du 4e trimestre de 2025. Cette affirmation tombe autrement maintenant que la croissance du produit intérieur brut du 4e trimestre a été révisée à la baisse à 0,7% et que l'inflation de base est montée à 1%. Et toutes ces données dataient d'avant la guerre. Dans cet écosystème, la responsabilité est généralement proclamée à grand bruit quand tout monte et sous-traitée en silence quand tout descend. En plus d'avoir imposé des tarifs au monde entier, Donald Trump s'en est aussi pris à la Réserve fédérale. Si quelqu'un voulait un manuel étape par étape pour affaiblir l'Amérique, ce serait celui-là. Après l'assaut plus large contre le commerce, la cible suivante est devenue l'indépendance de la Réserve fédérale. Trump n'a cessé de s'en prendre à Jérôme Powell en exigeant une baisse des taux d'intérêt, puis il a lancé une enquête criminelle contre lui.
Quand la réalité refuse d'aplatir le message, le prochain réflexe est toujours de faire pression sur l'arbitre. C'est pourquoi la décision du juge fédéral Boasberg à Washington, District of Columbia, a eu autant d'importance. Il a annulé l'assignation que le ministère de la Justice du régime Trump avait émise contre Jerome Powell. Dans son ordonnance, le juge a cité l'une des publications de Trump sur les réseaux sociaux attaquant Powell, le décrivant comme trop tardif, trop fâché, trop stupide et trop politique pour occuper le poste de président de la Réserve fédérale, affirmant qu'il coûtait des billions de dollars au pays et le traitant de perdant total. Le juge a ensuite souligné qu'il s'agissait de l'une d'au moins 100 déclarations faites par le président ou ses adjoints attaquant le président de la Réserve fédérale et faisant pression sur lui pour qu'il baisse les taux d'intérêt. Il a cité une autre déclaration de Trump qualifiant Powell de l'un des individus les plus stupides et les plus destructeurs au gouvernement et de honte américaine. Le style de gouvernance reste inchangé. Intimider l'institution, saturer l'espace d'insultes, puis feindre la surprise quand la trace écrite commence à ressembler à la transcription d'une crise de colère. La décision expliquait que Trump n'avait pas réussi à faire baisser les taux par la pression sur les réseaux sociaux et avait donc commencé à laisser entendre d'autres options. Il avait dit vouloir faire partir Powell et avait suggéré que si la Fed ne baissait pas les taux, il pourrait être forcé de faire quelque chose. Dans ce contexte, le tribunal a noté que le bureau du procureur fédéral à Washington avait ouvert une enquête criminelle contre Powell et signifié 2 assignations au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, demandant des dossiers sur des rénovations récentes des immeubles du Conseil et sur le témoignage de Powell au Congrès qui abordait brièvement ces rénovations. Apparemment, la politique monétaire était désormais censée plier au gré des sautes d'humeur d'un fil d'actualité qu'on actualise. Le Conseil a répondu par une requête en annulation, en soutenant que les assignations faisaient partie d'un plan visant à faire pression sur Powell pour qu'il cède aux volontés du président ou pour l'écarter afin de le remplacer par un président de la Fed qui le ferait. Le tribunal a donné raison au Conseil. Il a conclu que les assignations ne servaient pas un objectif légitime, qu'il existait des preuves abondantes selon lesquelles leur but dominant, sinon unique, était de harceler Powell et de faire pression sur lui pour qu'il cède au président ou démissionne afin de faire place à un président de la Fed qui lui obéirait. De l'autre côté de la balance, le gouvernement n'a offert absolument aucune preuve selon laquelle Powell aurait commis un crime, sauf celui de déplaire au président. Le juge a conclu que les justifications invoquées n'étaient qu'un prétexte, a accordé la requête en annulation et a aussi accordé la demande de divulgation partielle des mémoires et de l'opinion. L'affaire s'est effondrée sous le poids de ses propres bijoux de fantaisie. À ce stade, Donald Trump aurait pu simplement se retirer, laisser mourir l'affaire, puis passer à la nomination d'un nouveau président de la Fed en mai, d'autant plus que le sénateur Tila Caroline Dunour, avait déjà déclaré qu'il n'appuierait pas le nouveau président de la Fed de Trump tant que cette affaire ne disparaîtrait pas. Trump aurait pu laisser tomber. Mais ce n'est pas ce qu'il allait faire. Donald Trump et Jeanine Pirro, l'ancienne animatrice de Fox, maintenant procureur fédéral principal à Washington, étaient déterminés à porter la décision en appel et à pousser l'affaire jusqu'au bout. Dans ce scénario, le recul n'est jamais présenté comme une correction. Il doit toujours être rebaptisé en nouvelle charge téméraire contre le mur. C'est cela, le schéma. Après que Donald Trump a perdu la cause sur les tarifs, il a imposé de pires tarifs. Quand on lui impose une limite, il escalade. Sa gestion de la guerre aggrave tout comme sa gestion de la Covid a aggravé tout. Mais ce schéma remonte encore plus loin. C'est le schéma de toute sa vie. Il se crée des pièges mortels et des spirales mortelles. Il transforme une mauvaise décision en pire décision, une pire décision en décision catastrophique et une décision catastrophique en faillite. Chaque voyant d'alerte devient, dans ce récit, la preuve qu'il faut pousser le moteur encore plus fort. Quand des gens lui tiennent tête, après toute cette gesticulation, cette intimidation et ces cris, il perd.
parce qu'il est faible. C'est un perdant pathétique. C'est ce qu'il est. Quand il perd, il vrille, laisse de la destruction partout autour de lui, puis passe en mode autopréservation, tout en saccageant tout sur son passage. C'est exactement ce qui se joue en ce moment, à la plus grande échelle possible. La tragédie ne tient pas seulement à l'effondrement du bluff. Elle tient aussi à tout ce qui se brise chaque fois que ce bluff est traîné dans la réalité. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. France Monde vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.